à cette embuscade-là, tu sais, je reçois à un moment donné un coup d'RPG-7 qui tombe en arrière de mon truck. Donc, je reçois pas l'RPG-7 sur mon truck, mais c'est le blast qui frappe la porte qui me fait réaliser, tabarnak, il n'y a pas juste du tir d'armes légères, mais il y a aussi de l'arme anti-char. Et je vois partout autour de moi pas l'artillerie, mais ça devait être davantage du mortier tombé autour de moi aussi. Et c'est le chaos. C'est le chaos. Je vois des policiers afghans qui courent partout. C'est comme si personne ne sait qu'est-ce qui se passe parce que c'est ça, la guerre. C'est toujours chaotique. Dans l'ordre des choses que je te disais qu'on ne connaissait pas tous la nature des opérations ou toutes les opérations parce que ça pourrait même compromettre l'opération ou compromettre l'intégrité de certaines personnes dans les opérations. À un moment donné, j'étais avec les forces spéciales en Afghanistan et en fait, c'est aujourd'hui que je le comprends davantage. À ce moment-là, j'étais fantassin à l'infanterie. J'étais la protection rapprochée du général-commandant, entre autres, et je faisais partie de l'équipe de protection général-commandant qu'on appelait le 9-9 TAC. Et on s'entraînait avec les forces spéciales pour une opération. C'était la visite du ministre Mekki à cette époque-là en Afghanistan. Et on devait se préparer et s'entraîner pour sa protection. Pour être un convoi de protection alternatif ou être le convoi de je pense que c'était le ministre de la Défense nationale à ce moment-là. Si jamais il arrive quelque chose. Et je me posais la question, pourquoi qu'on s'entraînait autant? En théâtre opérationnel, on était en Afghanistan et on s'est entraîné pendant des jours à cette opération-là et jamais j'étais prêt à me douter que tout cet entraînement-là était en prévision de ce qui allait se passer. T'sais, il y avait des grandes menaces sur le ministre de la Défense nationale à ce moment-là. C'était pas quelque chose nécessairement qui était très connu. Quand je parle du plancher des vaches, là, je parle des combattants. Quand je parle des officiers, c'est davantage les têtes dirigeantes. Eux avaient plus d'informations que nous, les opérateurs. Mm-hmm. Donc, les menaces venaient d'où? Peux-tu le dire, ça? Ça venait de plein de factions différentes. Là. Okay. Je ne suis pas capable de les nommer parce que, mon travail, c'était pas l'intelligence ou la contre-intelligence. Donc, nous, ce qu'on avait dans les rapports de situation, c'était, menace envers nous, l'unité ou l'opération ou la personne. Okay? Et je me demandais pourquoi qu'on s'entraînait autant parce qu'on était là pour faire le travail. Donc là, on s'entraînait pour faire le travail dans le travail. Mm-hmm. Mais j'ai dit, c'est cool, je travaille avec les forces spéciales. Et moi, c'était un désir pour moi d'aller à l'unité des forces spéciales. On s'entraînait beaucoup. Je trouvais ça anormal qu'on s'entraîne autant pour un convoi. T'sais. Et finalement, je l'ai réalisé suite à l'embuscade que j'ai vécue, que c'était quelque chose probablement qui était planifié. Dans le sens que ce que moi j'ai compris de tout ça, c'est qu'on était comme un moyen de diversion pour que le ministre puisse vaquer à ses occupations, mais c'était assez bien monté qu'on était réellement la cible. Donc les belligérants croyaient que nous, on était avec le ministre de la Défense. Donc, on a été attaqués et selon les... Mais si on peut le résumer, ça serait que c'est comme si vous faisiez semblant d'avoir le ministre. C'est comme un appât. C'est ça. Mais ça... Mais dans le fond, le ministre, il était ailleurs. Encore là, ma perception, mon interprétation de tout ça après coup. Parce que je crois, et ce n'est pas de source sûre, qu'il y aurait de l'information qui aurait été divulguée. Qui aurait fui. Peut-être même de façon volontaire. Okay. Et ce qui aurait peut-être causé cette embuscade-là d'envergure. C'est probablement une des plus grosses embuscades que les forces armées canadiennes et les forces spéciales ont essuyé encore aujourd'hui. On a eu, je t'ai parlé du 20e anniversaire du gala, du 20e anniversaire de l'unité, du DTF2, et Peter Mekki a été invité à ce gala-là. Et lors de son discours, c'est ce qu'il a mentionné. C'est l'attaque qu'on a essuyée. En fait, on a essuyé 2 attaques coup sur coup. On a été attaqué en embuscade. Encore là, de ce que j'ai pu entendre, pas de source sûre, mais que l'attaque aurait été menée par les Tchétchènes.
Donc, c'était une faction armée qui était beaucoup plus organisée. C'était des vrais combattants comparativement à certains Afghans. Mettons, on parle de talibans ou de Al-Qaïda. Mais souvent, ils allaient engager des fermiers pour se battre à leur côté. Ils les menaçaient, ils les manipulaient. Ouais. Donc là, on faisait face à une vraie force armée, entraînée. On s'est sorti de cette embuscade-là. Mais c'est quoi qui s'est passé? Peux-tu le dire, ça? Si je tombe là-dedans, ça se peut que je pleure. Ah ouais. Mais oui, je vais essayer, puis on va voir comment ça va aller. Okay? On était plusieurs véhicules qui étaient le convoi, en fait, le convoi de backup. Parce qu'on a su que Peter McKay prenait l'hélicoptère pour se rendre dans les zones d'opération qu'il voulait aller visiter, les gens qu'il voulait aller rencontrer. Donc, nous, on savait qu'on était le convoi alternatif. S'il arrivait quelque chose à l'hélicoptère ou là-bas, on était capable d'avoir des boots on the ground pour aller le chercher puis l'extraire de là. De là, l'entraînement. Et c'est drôle parce que je me rappelle à quel point, à ce moment-là, même si on s'était entraîné aussi intensément, à un moment donné, tu fais tellement de millage. Je pense que dans mon dernier 10 mois, j'avais fait comme 13 ou 15 000 kilomètres en véhicule de secteur en secteur pour les opérations qu'on avait amenées. Donc, à un moment donné, on roulait, puis tu tombes un peu comme en semi-hypnose. Puis tu sais, tu es beaucoup moins vigilant. Puis c'est souvent ça qui arrive quand les opérations durent dans le temps. C'est que tu tombes beaucoup moins vigilant. Et je me rappelle que j'étais un peu comme ça, en semi-hypnose ou du moins beaucoup moins vigilant, et j'ai commencé à entendre des bruits. Mais jamais j'ai réalisé au début que c'était des balles, des projectiles qui frappaient dans mes vitres blindées. Mais l'impression que c'était comme de la roche. Et ça a été la première phase de « Chris, je me fais attaquer ». Fait que j'amorce les procédures pour la contre-attaque et on utilise tous notre entraînement pour se sortir de cette embuscade-là. Ouais. Mais, vous étiez combien de gars environ? Ça, je pense que je suis pas capable de te répondre. On était plusieurs véhicules, peut-être. OK, ben, en tout cas, c'est pas grave. Ben, je vais essayer de donner un nombre comme 10 véhicules, peut-être. Okay. Peut-être un petit peu moins. Ouais. Je suis pas 100% sûr, puis je me rappelle. C'était quand même une grosse unité. Oui, c'était quand même un gros convoi. Ouais, c'était quand même un gros convoi, mais c'était normal à cause de la valeur du diplomate qui était sur le terrain. Fait que, mais à cette embuscade-là, tu sais, je reçois à un moment donné un coup d'RPG-7 qui tombe en arrière de mon truck. Donc, je reçois pas l'RPG-7 sur mon truck, mais c'est le blast qui frappe la porte qui me fait réaliser, tabarnak, il n'y a pas juste du tir d'armes légères, mais il y a aussi de l'arme anti-char. Et je vois partout autour de moi pas l'artillerie, mais ça devait être davantage du mortier tombé autour de moi aussi, et c'est le chaos. C'est le chaos. Je vois des policiers afghans qui courent partout. C'est comme si personne ne sait qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça, la guerre, c'est toujours chaotique. La guerre conventionnelle, c'est sûr que l'embuscade fait partie de la guerre conventionnelle, mais c'est souvent, t'as un ennemi d'un bord, t'as l'autre ennemi de l'autre côté, et ça se tire dessus, puis souvent, ils ont des uniformes, c'est facile à identifier. Quand tu te fais prendre par surprise, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut que tu t'analyses et que tu comprennes où vient la menace, c'est quoi qui me tombe sur la tête, faut que je sorte de là, mais il faut que je continue à faire mon travail. J'ai une mission. On a une mission qui est le convoi alternatif de Peter McKay. Donc, tous ceux qui étaient dans l'embuscade ont répondu avec leurs compétences et leurs habiletés. On se sort de là. On s'en va sur le camp que Peter McKay était pour ses rencontres et on essuie une deuxième attaque. Déjà que la première avait été épouvantable, moi, mon véhicule personnel, il était mobility kill dans le sens que je ne pouvais plus le prendre. C'était fini. Ça a pris tout pour que je me rende sur le camp avec le véhicule. Donc, moi, je me devais de changer de véhicule quand on allait repartir de là. Donc, après ma portion, parce que souvent j'explique que j'étais comme dans un genre d'euphorie, d'avoir été content de faire ma job, content d'avoir... D'en sorti vivant. D'en m'être sorti vivant, mais je vais le dire quand même, je vais le nommer parce que j'étais content d'avoir vécu quelque chose d'aussi hot que ça. C'est con, là, mais il y a une portion de valorisation qui venait avec ceux qui avaient vécu
un firefight, un combat, et ceux qui ne l'avaient pas vécu. Et je me disais que je venais de... C'est con, c'est vraiment con, que je venais de devenir quelqu'un en étant capable de réagir adéquatement à une situation difficile, à un feu nourri de la part de l'ennemi, puis d'être capable aussi de répondre. Ouais, c'est un sentiment d'accomplissement, tu sais. Oui, parce que t'as été entraîné pour ça, t'as pu répondre. Exact. Puis t'as pu en sortir vivant, puis t'as fait ta job. Exact. Fait que là, t'es arrivé au camp, puis il y a eu une deuxième... Oui. J'espère que que les gens vont bien comprendre, parce que c'est comme, il y a des réactions que tu contrôles pas. Tu sais, je parle d'euphorie. Ça, c'est après coup. Tu sais, se taper des mains, puis d'être content pour plein de raisons que le monde ne trouverait pas ça acceptable, d'être content, mais probablement aussi content d'être vivant. Puis de voir que, tabarnak, j'aurais pu y passer en tabarnak. Et le temps qu'on se réorganise, parce qu'on avait aussi des blessés au sein de nos troupes, le temps qu'on se réorganise, puis qu'on essaie de faire un mini debrief de ce qui est arrivé une autre attaque d'obus de façon indirecte. Donc, souvent, les talibans, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des gros obus. Ils mettaient au bout de l'obus comment je peux dire ça? Quelque chose qui allait faire déclencher l'obus. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être déclenché par téléphone. Et souvent, il allait mettre l'obus qui était dirigé par 2 morceaux de bois en direction de nous. Donc, c'était archaïque la façon, des fois, qu'on se faisait attaquer parce qu'il n'y avait aucune précision. Mets un obus sur 2 morceaux de bois, allume ça. T'as pas de chambre, t'as pas de canon. Ça peut partir un peu n'importe comment. Mais cette fois-là, ça avait tombé sur le camp, ça a tombé sur l'hôpital, et on venait d'essuyer un premier embuscade. Donc, ça a été le temps de se réorganiser, qu'on l'a mangé encore d'en face. On avait plus de blessés. Là, il fallait évacuer les blessés. Bien sûr, le ministre de la Défense nationale est parti en hélicoptère, supporté par les Américains, pour extraire, les Américains et les forces spéciales pour extraire le diplomate de la zone de guerre. Et nous, on se devait de retourner au camp, puis c'était quand même une crise de long ride, je pense qu'on avait 4 blessés à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans le cul de nos trucks pour être guetteur aérien, mais à ce moment-là, on avait la suprématie aérienne. Il y avait même des Black Hawks autour de nous autres pour nous escorter au camp. Pour pas que vous en ayez une troisième. Je pense qu'on avait assez, là. Ouais. On avait assez. Fait que c'est ça, toi, t'as vécu ça, là. Oui. Encore une fois, je te l'explique aujourd'hui, puis... je l'expliquais quand même quelques fois. Mais tu sais, d'une fois à l'autre, je me souviens de d'autres choses. Parce qu'on dirait que des fois, ta mémoire va couper certaines choses. On va se souvenir de d'autres choses. Anyways, c'est un mixed feeling. C'est aussi quand tu reviens au Canada, de par tes valeurs ou tes dilemmes éthiques, tu dis, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Je suis un bon être humain. J'aurais-tu dû m'engager dans les forces canadiennes, faire ce métier-là? Est-ce que j'aurais dû signer ma release? Oui. Puis te remettre en question aussi quand tu commences à avoir des signes et symptômes de ce que tu as fait. Tu sais, pas nécessairement des signes et symptômes de culpabilité, parce que tout le monde a des signes et symptômes différents, malgré qu'ils peuvent être apparentés dans un syndrome post-traumatique au niveau de la guerre, mais ça peut se traduire aussi d'une autre façon, des fois des façons de culpabilité, de ne pas avoir été à la hauteur de la situation ou de ne pas avoir réagi adéquatement. Ça peut être aussi que tu aurais voulu que ça se passe autrement. Donc, tu te repasses toujours les images en disant « Est-ce que j'aurais pu faire ça mieux? » ou j'aurais pu le voir venir. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et... ça semble être difficile à décrocher de tout ça parce que c'est des événements que tu vis pas souvent. Là. Ouais. Puis c'est-tu là que tu as eu ton PTSD? Parce que je sais que tu as fait d'autres missions.